Dans cette vidéo, vous allez apprendre toutes les bases qu'il y a à savoir sur le protocole HTTPS. Ici, il n'y aura pas uniquement que les PowerPoint abstraits, cette vidéo comme les autres sera pratique. On analysera ensemble les paquets TLS sur Wireshark pour comprendre en détail le fonctionnement du HTTPS et pas rester trop sur la surface comme dans la plupart des contenus sur Internet. Allez, sans plus attendre, on va directement commencer. À l'époque des années 90, Internet existait déjà plus ou moins. Cependant, même si Internet était tout petit, chaque machine du réseau Internet n'était pas reliée entre elles directement. Il y avait des intermédiaires. On n'avait pas un réseau comme ça, mais plutôt un réseau en toile d'araignée comme ça. Ce qui fait que vous, pour vous connecter au site internet, eh bien vous ne vous connectez pas directement au site internet. Vous passez par différents intermédiaires, ce sont des routeurs pour accéder au serveur web, et inversement. Mais il y a un tout petit problème avec ces intermédiaires. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces intermédiaires? Car ces intermédiaires voient tous les paquets passer. Ils peuvent donc regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce que par hasard, vous n'aurez pas envoyé votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit dans ces paquets-là? De plus, sur le schéma, je ne vous ai montré que 2 intermédiaires. Mais dans la pratique, dans la vie réelle, entre vous et le serveur web, il y a au moins une dizaine d'intermédiaires. Donc potentiellement une dizaine de routeurs peuvent voir tout ce que vous faites. Et du coup, qu'est-ce qui vous dit que ces intermédiaires sont gentils et qu'ils ne vont pas espionner vos paquets et récupérer des données sensibles? Eh bien, absolument rien. Toutes vos données sont en fait à risque. Bon, quand on a ce problème d'attaque man in the middle, que fait-on? Exactement, on introduit du chiffrement. Mais ce n'est pas du tout si simple. Pourquoi? Car si A et B veulent communiquer entre eux de façon chiffrée, alors A et B doivent avoir la même clé de chiffrement. Le problème, c'est que A et B sont à plusieurs milliers de kilomètres. Et il y a plein de routeurs entre les deux. Donc si A génère une clé et l'envoie à B, la clé se fera sûrement choper par un routeur en cours de route. Et donc le chiffrement sera complètement inutile. Heureusement, ce problème a été résolu grâce à un système de clés privées et de clés publiques. Le serveur va en fait générer une paire de clés privées et publiques. La clé privée, il la garde dans son serveur bien au chaud. Personne n'est censé la voir. Et la clé publique sera distribuée à tout le monde, y compris à notre A qui veut communiquer avec le serveur web B. Donc à partir de là, c'est assez direct. Ici, notre A va créer une requête GET pour avoir la page, par exemple, index.html. Après, il va chiffrer cette requête HTTP grâce à sa clé publique. Ainsi, personne ne pourra lire cette requête HTTP, ni celui qui a chiffré, ni les routeurs. Et il va l'envoyer jusqu'au serveur web qui est le seul à posséder la clé privée, donc celle qui pourra déchiffrer le message. Bon, là, si vous êtes un peu malin, vous voyez clairement qu'il y a 2 gros problèmes avec cette méthode. Donc déjà, cette méthode marche que dans un seul sens, A peut chiffrer la requête et l'envoyer à B, mais B ne peut clairement pas envoyer sa réponse à A. Ou alors A devrait créer une paire de clés privées et clés publiques, et envoyer la clé publique à tout le monde, mais ça pose d'autres problèmes. Et en plus, deuxième problème, utiliser la cryptographie asymétrique pour communiquer, donc les clés privées et publiques, c'est beaucoup plus lent qu'utiliser la cryptographie symétrique. Alors ça, c'est un peu chiant, mais on va quand même pouvoir résoudre ce problème. Donc au lieu de créer une requête GET et la chiffrer avec la clé publique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une clé de chiffrement symétrique, et on va la chiffrer avec la clé publique. Puis on va passer ça à B, et B va déchiffrer ce truc-là avec sa clé privée. Et là, hop, surprise, on voit que A et B, situés à plus de 15 000 km, se sont mis d'accord sur une clé de chiffrement symétrique, donc 0x, E87, etc., etc. Et à partir de maintenant, toutes les requêtes et toutes les réponses seront chiffrées grâce à cette clé de chiffrement symétrique. Donc ça sera beaucoup plus simple au niveau de la communication, mais ça sera également beaucoup plus rapide. Donc ça fait partie du processus d'échange de clés dans le TLS Handshake, juste après que la session TCP ait été établie dans le TCP Handshake. Évidemment, ce que je vous ai décrit dans les schémas, c'est quelque chose qui est assez simplifié. Le protocole TLS est bien évidemment beaucoup plus complexe dans la vraie vie. Mais grossièrement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, il y a plusieurs versions du HTTPS. Le HTTPS que vous utilisez en 2024 n'est pas le même que vous utilisiez en 1994. Alors au début, la technologie pour chiffrer les requêtes HTTP était nommée SSL Secure Socket Layer.
Il y avait 3 versions de SSL créées dans les années 90, cependant maintenant en 2024, ces versions sont dépréciées depuis au moins 10 ans. Ces 3 versions de SSL ont été développées par l'entreprise derrière les fameux navigateurs Netscape. Cependant, la tâche de sécuriser tout Internet a été déléguée à une autre organisation, l'IETF. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour tâche de standardiser les protocoles sur Internet, pour ne pas que ce soit le bordel. C'est notamment eux qui font et qui valident toutes les RFC, c'est-à-dire des documents sous format texte qui contiennent les spécifications techniques des protocoles utilisés sur Internet. Du coup, le protocole SSL a été renommé, maintenant c'est le protocole TLS, et sont sorties les versions 1.0 et 1.1. Ces 2 protocoles ont été dépréciés en 2021, elles contenaient aussi des failles de sécurité, bien que moins critiques que dans les versions de SSL. Puis après vint TLS 1.2 qui est quasiment impossible à contourner et qui est utilisé par quasiment tous les clients et serveurs web. Et pour finir, on a le TLS 1.3 qui est encore un peu plus sécurisé car il fait le ménage au milieu de certains algorithmes de chiffrement qui sont un peu vieillots. Mais surtout, le protocole TLS 1.3 est beaucoup plus rapide que le protocole TLS 1.2. Donc c'est celui-là qu'on va étudier un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour résumer, on utilise souvent le HTTPS comme une combinaison de HTTP et de SSL TLS. C'est juste que SSL c'est la version un peu vieillot du HTTPS, alors que TLS c'est les versions qui sont beaucoup plus récentes et beaucoup plus sécurisées. Alors j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, de quoi a-t-on besoin pour installer le HTTPS sur son site? Essayez d'y réfléchir quelques secondes, faites pause et je vous dis comment ça fonctionne. Bon, première chose, il vous faut une machine et un serveur web installé dessus. Ça peut être n'importe quel serveur web. Bon, ça c'est logique, je pense que vous le savez déjà. Cependant, il vous faut une deuxième chose, c'est la chose la plus importante, c'est un certificat. Un certificat associé à votre nom de domaine, voire à votre adresse IP, qui a été validé par une autorité compétente, c'est-à-dire qui a été signé par une autorité compétente. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo où on ira beaucoup plus loin sur les certificats SSL. Mais basiquement, si je résume, un certificat SSL, c'est juste un fichier qui contient les différents noms de domaine couverts par le certificat, avec la clé publique qui sera utilisée pour chiffrer les communications entre le client et le serveur, et la signature qui a été faite avec la clé privée d'une autorité compétente pour que le certificat soit valide et accepté par les navigateurs. Et évidemment, qui dit clé publique dans le certificat dit aussi clé privée. Il y a une clé privée qui est également stockée quelque part dans le serveur, qui elle aussi sert à sécuriser les communications. Évidemment, si cette clé privée fuite, eh bien c'est très problématique, car n'importe qui pourrait se faire passer pour le serveur web. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas du tout. Donc en pratique, comment ça marche? Là, je suis sur mon terminal, et je vais aller dans CD etc Apache 2, qui contient la configuration de mon serveur web Apache. Et ici, je vais aller dans Site Available pour voir tous les virtual hosts des sites internet, ici. Je vais faire un 4.0.0 default, ici. Et là, on a un virtual host qui écoute sur le port 443 sur n'importe quelle interface. Et grosso modo, ici dans ce virtual host, il faut juste indiquer que le SSL est activé, ici dans SSL Engine On, et indiquer où sont situés le certificat et la clé privée associée à la clé publique dans le certificat. En général, on met les certificats dans /etc /SSL. Et les certificats publics sont dans CERT et les clés privées sont dans Private. Alors évidemment, il faut aussi générer les certificats et les signer par une autorité compétente, mais ça on le fera dans la prochaine partie. Alors bonne nouvelle, on va continuer de pratiquer et on va analyser le protocole TLS un peu plus en détail avec Wireshark. Allez hop, on lance notre petit logiciel préféré et moi je vais sélectionner l'interface Wi-Fi ici. Donc là, on a tous les paquets qui sont capturés, excellent. Et je vais les filtrer avec le protocole TLS, en tapant TLS dans la barre de filtre ici. Donc ici, j'arrive déjà à capturer des paquets TLS, car j'ai mon navigateur qui est ouvert sur un autre bureau. Donc ici, on voit principalement que le protocole utilisé est TLS 1.2. Donc notez que le TLS 1.3 n'est pas encore adopté à 100%, il est adopté environ à 75%. Ce qui fait qu'il y a encore pas mal de sites internet qui utilisent 1.2. Donc sinon, je vais déjà commencer à charger mon site internet hackingautodidacte.fr, comme ceci. Là, cette fois-ci, on voit qu'il y a pas mal de paquets qui apparaissent, et là, c'est du TLS 1.3. Donc la toute première chose qu'on aimerait faire, ça serait d'analyser le TLS Handshake 1.3, donc le début de la communication entre le client et le serveur.
Donc d'abord, tout commence par le TCP Handshake, pour établir une session TCP. Donc j'ai fait une vidéo sur le protocole TCP, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est ultra important niveau réseau. Et juste après, on a le Handshake TLS, donc la négociation des clés, la négociation des algorithmes de chiffrement, l'envoi du certificat par le serveur vers le client, ainsi que sa vérification, et tout le bordel pour établir une session TLS et donc discuter ensemble de façon chiffrée. Et d'ailleurs, la vitesse du Handshake, c'est la principale amélioration du protocole TLS 1.3. Ici, il ne nous faut qu'un seul aller-retour pour commencer après à s'envoyer des données. Donc client vers serveur et serveur vers client pour établir la session TLS. Alors que dans le TLS 1.2, il fallait 2 allers-retours. Donc client-serveur, serveur-client, client-serveur et serveur-client. Donc ok, c'est bien, maintenant on va revenir dans Wireshark et cette fois-ci on va analyser le contenu du Handshake. Donc d'abord, on pourrait filtrer pour n'inclure que les paquets qui utilisent TLS 1.3. Cependant, TLS 1.3 est quand même assez proche dans sa structure du TLS 1.2, par mesure de rétrocompatibilité, pour pas qu'il soit rejeté par les pare-feux ou les différents serveurs. Par contre, ce qui serait beaucoup plus judicieux dans notre cas, ça serait de filtrer en fonction du nom de domaine. Donc pour ceci, je vais marquer TLS.handshake.extensions server name. C'est un champ assez spécial dans le protocole TLS qui indique le nom de domaine sur lequel on veut se connecter. Car sur une adresse IP, il y a plusieurs noms de domaine et le serveur web doit choisir le bon nom de domaine et renvoyer le bon certificat SSL qui correspond. Donc, je vais appuyer sur Entrée. Bon là ça marche pas, c'est normal parce que je dois mettre 3W, comme ceci. Et là on voit que ça fonctionne mieux. Ici on a notre premier paquet du Handshake, donc du client vers le serveur. Il est nommé le Client Hello. Alors cliquons sur ce paquet pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là on voit que ce paquet utilise le protocole IP, puis le protocole TCP, et puis après le protocole TLS. Donc rien de très nouveau. Et dans le protocole TLS, ici on voit qu'il n'y a qu'un seul enregistrement. On verra qu'il pourra en avoir plusieurs dans d'autres paquets TLS. Et du coup, chaque enregistrement contient plusieurs informations. On a d'abord le content type, donc c'est le type d'enregistrement, ici cela fait partie du Handshake, puis après on a la version de TLS, ici c'est écrit TLS 1.0, mais on verra que ce n'est pas la version finale utilisée, c'est écrit TLS 1.0 par mesure de rétrocompatibilité. Puis après on a le length, ici c'est la longueur de l'enregistrement TLS. À la fin on a le Handshake protocol, ici ce sont les données, et dans les données on a tout le contenu du Handshake. Alors, avant de vous dire exactement ce qu'il y a dans le Handshake, je vais déjà vous expliquer à quoi il sert. Donc déjà, le client supporte probablement déjà la version de TLS 1.3, donc la dernière version. Mais qui vous dit que le serveur, lui, supporte 1.3? Si ça se trouve, le serveur n'a pas été mis à jour et ne supporte que 1.2 maximum. Donc le client et le serveur doivent se mettre d'accord sur la version maximale de TLS à utiliser qui est compatible pour les deux. Donc ici c'est TLS 1.2. Mais on ne doit pas choisir uniquement que la version de TLS. Pourquoi? Car les différentes versions de TLS possèdent plein d'algorithmes de chiffrement différents. Cependant, les serveurs et les clients ne sont pas compatibles tous avec les mêmes algorithmes de chiffrement. Donc la même chose, dans le Handshake, il faudra se mettre d'accord sur quel algorithme utiliser. Il y a également plein d'autres paramètres qui sont échangés entre le client et le serveur pour se mettre d'accord sur un secret partagé. Et ce secret partagé, il servira avec d'autres informations à dériver les clés de session, donc les clés de chiffrement symétriques utilisées pour chiffrer les communications, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le protocole HTTP. Donc pour résumer, le but du Handshake TLS 1.3 entre le client et le serveur, c'est de mettre en place tout ce qu'il nous faut, donc tous les paramètres qu'il nous faut pour pouvoir communiquer de façon sécurisée entre le client et le serveur. Et tout cela en seulement un aller-retour, contre 2 allers-retours pour TLS 1.2. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qu'il y a dans le Handshake. Donc ici, on a le Handshake Type, donc c'est le type de paquet Handshake. Ici, c'est un Client Hello, donc c'est le client qui envoie un paquet vers le serveur. Et ça serait serveur Hello si c'est le serveur qui renvoie la réponse au client. Après, on a la longueur des données du Handshake, donc c'est 665 octets. Après, on a la version maximale supportée par le client. Donc ici, c'est écrit TLS 1.2, mais la même chose, ce n'est pas encore écrit TLS 1.3 pour des raisons de compatibilité. Pourquoi? Car certains serveurs ou certains pare-feux qui n'ont pas été mis à jour depuis déjà un bon bout de temps pourraient ne pas reconnaître cette version et donc rejeter le paquet. Après, on a un nombre aléatoire généré par le client qui est là pour renforcer encore plus la sécurité des clés de session. Après, on a un autre champ qui s'appelle Session ID Length et Session ID. Alors, ces deux champs ne sont plus utilisés dans TLS 1.3. Cependant, ici, c'est un Client Hello.
On ne sait pas si le serveur utilise TLS 1.3, TLS 1.2 ou autre chose. Donc par mesure de compatibilité, on met quand même le Session ID, même si dans TLS 1.3, il n'est plus vraiment utilisé. Après, on a le Cipher Suite Length et le Cipher Suite, qui est la liste des algorithmes de chiffrement supportés par le client. On voit ici qu'il y en a 17. Même chose, on a Compression Methods et Compression Method Length, qui est la liste des méthodes de compression utilisées par le client. Ici, dans TLS 1.3, c'est déprécié car il y avait des failles de sécurité liées à ces méthodes de compression. Après, on a les extensions TLS. L'avantage de ces extensions, c'est que ces extensions sont optionnelles, alors que les champs qu'on avait vus avant sont obligatoires, même si on avait vu que certains de ces champs sont dépréciés dans TLS 1.3. Cependant, même dans TLS 1.3, il faudra quand même les envoyer, car dans TLS 1.2, ils sont obligatoires. Et on ne sait pas si le serveur de destination utilise TLS 1.2 ou 1.3, donc on les envoie quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ces extensions? Déjà, la première extension, c'est Server Name, ici, et on a notre nom de domaine, www.hackingautodidacte.fr. D'ailleurs, petite astuce Wireshark, ici, cela correspond à notre filtre tls.handshake.extensions est égal à notre nom de domaine. Cependant, je n'ai pas besoin de connaître ce filtre par cœur. Ce que je peux faire, c'est aller dans Wireshark, faire un clic droit sur Server Name Extensions, ici, et sélectionner mon hackingautodidacte.fr, ici. Et je peux l'utiliser comme filtre pour les autres paquets. Hop, là on voit que ça recharge et ça me remet exactement la même chose ici. On va donc revenir dans les extensions et on va inspecter quelques autres extensions. Donc déjà, il faut savoir que dans TLS 1.3, la plupart des extensions ici servent principalement à se mettre d'accord sur le secret partagé, notamment grâce à l'algorithme Diffie-Hellman ou Diffie-Hellman avec les courbes elliptiques. Mais là, je ne vais pas aller un peu plus en détail car c'est beaucoup plus technique. Alors j'ai une petite question pour vous. Comme ici, on est obligé de répliquer un petit peu la structure des paquets TLS 1.2 par mesure de compatibilité, comment le serveur sait que le client supporte TLS 1.3? Car si ça se trouve, le client ne supporte que TLS 1.2 maximum, comme on l'avait vu ici. Eh bien, c'est simple, il faut regarder dans les extensions, et notamment ici, Extensions Supported Versions, où c'est bien écrit Supported Versions TLS 1.2, et TLS 1.3. Et c'est donc comme ça que le serveur sait que le client supporte TLS 1.3. Donc maintenant qu'on sait ce que contient et à quoi sert à peu près le client Hello, on voudrait faire de même pour le serveur Hello. Le problème, c'est que dans le Wireshark, on ne voit pas le serveur Hello. Il est filtré par notre filtre, ici. Du coup, comment fait-on pour l'afficher? Alors, on voit que notre client Hello, c'est le paquet numéro 1140. On pourrait prendre le paquet 1141 pour avoir le serveur Hello, mais il y a une bien meilleure façon de le faire. Ici, je peux faire un clic droit sur le client Hello, et je peux appuyer sur Suivre, et suivre le flux TLS, ici. Comme ça, on aura toute la connexion TLS, et donc tous les paquets associés à cette connexion qui seront affichés. Et notamment notre serveur Hello, qui est d'ailleurs en numéro 1142 et pas en 1141. En 1141, on a le TCP ACK, utilisé pour toutes les connexions TCP. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a dans notre serveur Hello. Donc ici, la structure du serveur Hello est quasiment la même que celle du client Hello. On a le handshake type qui cette fois-ci est à serveur Hello, donc à 2, contrairement au client Hello. On a la longueur qui est à 118, donc ici le paquet est beaucoup plus court. On a la version sélectionnée par le serveur. Donc là, même chose qu'avant, c'est écrit TLS 1.2, mais uniquement par mesure de compatibilité. Normalement, on verra que ce sera 1.3. On a un nombre aléatoire, on a le Session ID qui ne sert absolument à rien dans TLS 1.3. On a la Cipher Suite sélectionnée, donc ce sont les algorithmes de chiffrement sélectionnés par le serveur. Ici on a la méthode de compression sélectionnée, ici on voit qu'il n'y en a pas, de toute façon elles ont été supprimées dans TLS 1.3. Et après on a les extensions, et notamment l'extension Supported Versions qui indique que c'est bien TLS 1.3 qui est sélectionné, et pas 1.2. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs enregistrements TLS. Ici on en a 3, contrairement au client Hello où on n'en a qu'un seul. Donc concrètement, dans notre deuxième enregistrement TLS, ici, Change CipherSec Protocol, ici cela indique juste que on utilise de nouveaux paramètres de chiffrement pour chiffrer les messages. Mais ici, dans TLS 1.3, ce n'est plus vraiment très utile. Et après, on a, dans ce troisième enregistrement, des données qui sont envoyées. On voit que c'est écrit Application Data comme Type,
ici. Ces données sont chiffrées et notamment dedans on a notre certificat SSL, mais pas uniquement. D'ailleurs, on voit que notre serveur Hello ici est envoyé en plusieurs fois vers notre client, car après on voit continuation data plusieurs fois ici. Comme la longueur maximale d'un paquet Ethernet est de 1500 octets, eh bien il faut parfois l'envoyer en plusieurs fois. Et donc à partir de là, le client et le serveur se sont mis d'accord sur tous les paramètres qu'il leur faut pour pouvoir communiquer de façon sécurisée. Et donc dans les prochains paquets du client vers le serveur, comme celui-là par exemple, le client indique bien qu'il a mis à jour ses paramètres de chiffrement avec Change CipherSec Message, même si comme dit avant ce n'est plus obligatoire dans TLS 1.3. Et après on a un deuxième enregistrement TLS où c'est écrit Application Data ici, et qui contiendra tout simplement notre requête HTTP qui sera complètement chiffrée, comme on le voit ici, Encrypted Application Data. Et à partir de là, le reste des paquets LS ne sont que des paquets Application Data, donc ils contiennent les requêtes et les réponses HTTP. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Déjà, si vous connaissez le principe de chiffrement asymétrique et symétrique, les différentes versions de SSL et à quoi sert à peu près le handshake, eh bien c'est déjà pas mal, vous savez déjà 80% des choses qu'il y a à savoir, le reste c'est plus de la spécialisation. Alors ici, évidemment, je n'ai pas pu présenter tous les trucs techniques, car dans le protocole TLS, il y a vraiment plein de trucs techniques. Par exemple, je n'ai pas pu présenter l'algorithme Diffie-Hellman d'échange des clés pour se mettre d'accord sur un secret partagé. Je n'ai pas non plus pu présenter les contrôles d'intégrité et d'authenticité, avec notamment les hashMAC et le chiffrement authentifié. Je n'ai pas non plus présenté des certificats SSL pour éviter l'usurpation d'identité. Ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo. On a également la génération des clés de session grâce au secret partagé, au client random et d'autres bidules. En fait, il y a encore plein de trucs techniques que je n'ai pas pu aborder, car sinon la vidéo ferait 1 heure, et serait assez difficile à suivre. Sinon, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.